Donc cours sur la propulsion par réaction système à deux corps. Donc on va voir ce qu'est un système à deux corps et ce qu'est un système pseudo-isolé. Alors le plus simple, c'est de prendre tout de suite un exemple, voilà, une petite vidéo. Donc je vous montre ça, la vidéo est ici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a deux mobiles, voilà, ce gros mobile là et celui-là, donc c'est une vue de dessus. Et donc il y a des roues dessous, hein, comme un genre de voiture, hein. Donc il y a 4 roues ici et 4 roues ici. Et sur ces deux mobiles, ici et là, on a deux aimants qui sont scotchés, hein. Donc on a un aimant qui est scotché sur ce mobile-là, et un aimant qui est scotché sur ce mobile-là. Et les deux pôles des aimants identiques se font face, hein. Par exemple ici on a un pôle nord et un pôle nord. Ce qui fait que les aimants se repoussent, hein, donc il y a une répulsion. Et c'est pour ça que la personne tient les deux mobiles avec la main, parce que s'il lâche sa main, comme les deux aimants qui se font face se repoussent, eh bien les deux mobiles vont partir, hein. Il y en a un, celui-là va partir par là, celui-là va partir par là, hein, dès qu'il va lâcher sa main. Alors celui-là c'est un mobile un peu lourd, hein, il est gros, celui-là il est plus petit. Donc celui-là il va aller lentement et celui-là va aller plus rapidement. Donc je vais montrer la vidéo. Voilà, je remonte à nouveau, je me remets au point de départ, voilà, ici, voilà, donc ça part à peu près ici, et donc je lance et je vais arrêter, hein. Hop, voilà, donc c'est parti à peu près ici, hein. Donc vous voyez, pour la même durée de parcours, celui qui est lourd a parcouru cette distance-là, et celui qui est léger a parcouru cette distance-là, ce qui est logique. Alors ce qui est logique, pourquoi? Parce que la force, donc si je me remets au début, voilà, hein, la force de répulsion entre deux aimants, c'est la même, hein. Les aimants agissent l'un sur l'autre avec une force de même intensité. Mais comme celui-là est lourd, eh bien il va aller moins vite que celui-là. D'accord? Alors quel est l'objectif de la leçon? Eh bien l'objectif de la leçon est, par exemple, voilà, on connaît la vitesse de ce mobile et on cherche à déterminer la vitesse de ce mobile. Alors pour faire cette étude théorique, il faut prendre en considération les deux corps. Pourquoi? Parce que donc on étudie le mouvement, on cherche la vitesse de ce corps-là. Mais ce corps-là s'est déplacé grâce à ce corps-là. C'est dû au fait qu'il y a une interaction entre les deux corps que ce corps-là a été repoussé. Donc son mouvement est lié à celui-là. Donc du coup, le système qu'on va étudier, donc c'est nouveau, c'est un système à deux corps, hein. C'est celui-là plus celui-là. Donc dans un énoncé d'exercice, si vous voyez que le système qu'on vous donne est un système à deux corps, eh bien c'est cette technique-là qu'on va voir qu'il faut étudier. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire un petit schéma qui représente donc la situation initiale, c'est-à-dire cette situation-là, juste quand la personne a lâché les deux aimants, c'est-à-dire à t égale 0, les deux mobiles ne se sont pas, leur vitesse est nulle, ils ne sont pas encore déplacés, juste quand la personne lâche, voilà, donc un petit peu avant ça, voilà, on va dire ici, voilà. Et puis après, on va dessiner, voilà, à cette date-là, mettons, hein, donc une date T0 au départ et une date T1 à cette date-là, à peu près quelconque, une fois que le mouvement a commencé. Bon voilà, donc je ferme la vidéo et je reprends le PowerPoint, je reprends le diaporama. On en était là. Donc la première chose, on fait des schémas. Donc à t égale 0, on a dit, donc la main vient de quitter les deux mobiles. Et les deux mobiles ne sont pas encore en mouvement. Voilà la situation. D'accord. Donc ce mobile-là, on va l'appeler mobile A, celui-là mobile B. Alors la masse MA est importante, la masse MB est moins importante. Voilà. Maintenant, à la date T1, eh bien, le gros mobile, le mobile qui est lourd a parcouru cette distance-là, le mobile qui est léger a parcouru cette distance-là. Donc ici, un vecteur vitesse assez petit, et ici, un vecteur vitesse plus grand. Voilà. Alors alors donc ça c'est pour comprendre le cours, ce n'est pas ce que je vous demande, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, ça sera écrit en rouge. Donc ça c'est pour comprendre le cours, hein. Donc on étudie le système, donc mobile A avec son aimant et mobile B avec son aimant. Bon alors le référentiel terrestre galiléen, d'accord. Alors à la date t égale 0, voyons un petit peu, faisons un peu le bilan des forces, hein, oralement.
Alors, on a le poids du corps le plus lourd, voilà. Alors R1, c'est ce qu'on appelle la réaction du support, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la table, eh bien le gros mobile descendrait comme ça, hein. Il irait vers le bas, il ferait une chute libre, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que la table retient le mobile. Donc cette force, j'aurais pu l'appeler F1, mais on l'appelle R, ça veut dire réaction du support, pourquoi pas. Donc elle s'oppose exactement au poids. Alors pourquoi elle s'oppose exactement au poids? Parce que imaginons que la force, le vecteur P1 soit plus, si ce vecteur-là, cette force-là était plus importante que cette force-là. Ben, ça voudrait dire que le mobile s'enfonce dans le support, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc les deux intensités de ces forces sont les mêmes. Okay? Donc on va faire la même chose pour ici. Donc sauf que les forces sont plus petites, hein, le poids P2 est plus petit puisque la masse MB est plus petite. Et par conséquent, la réaction est plus faible aussi. Alors, j'ai mis ces deux forces-là. Qu'est-ce que c'est que cette force? Eh bien, c'est les forces de répulsion des deux aimants. D'accord? Ça, c'est l'aimant A. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pénible. Bon. Ça, c'est l'aimant A qui agit sur l'aimant B. Donc, cet aimant exerce une force sur cet aimant. Donc, on note ça comme ça. Donc, ceci, c'est la force créée par l'aimant A sur l'aimant B. Et là, on a la réciproque. Donc les intensités des forces sont les mêmes. Voilà, donc du coup, on fait le bilan des forces. Alors si on fait le bilan de toutes les forces, on se trompe. On ne met que ces quatre-là. Alors pourquoi on ne met que ces quatre-là? Parce que il y a ce petit indice qui est important. Force extérieure. Donc là, on fait le bilan des forces extérieures au système, hein, c'est toujours ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on considère notre système et on étudie les forces qui agissent sur le système. Eh bien, la force P1, qu'est-ce que c'est? C'est la force d'attraction de la Terre sur notre système, sur ce corps. La force R1, c'est la force exercée par la table, hein, par le support, sur... Ça c'est pénible, hein, ça c'était pas prévu. C'est la force exercée par la table sur le corps 1. Pareil pour ici. Mais alors notre système, il faut bien comprendre que c'est les deux corps, c'est A et B notre système. Donc ces forces-là, c'est la force du corps A sur le corps B. Donc ça, ce sont des forces intérieures au système. Le corps A, c'est un corps qui est à l'intérieur du système, le corps B aussi. Donc du coup, ce ne sont pas des forces extérieures. C'est pour ça qu'elles n'y sont pas. D'accord? Bon, ça c'est un peu technique, je vous le dis, mais on ne vous posera pas de questions là-dessus. Hein. Voilà, donc je passe à la suite. Alors, donc, ces deux forces qu'on pense, hein, ces deux forces aussi, donc du coup, la force est nulle. Et ça sera toujours le cas. Hein. Donc, voilà, je l'ai mis en remarque, les deux forces, ces deux forces sont des forces intérieures au système, donc on ne les compte pas dans le bilan des forces extérieures. Alors maintenant, le fait qu'on ait somme des forces égale 0, donc vous avez vu ça en seconde, on peut l'exprimer de plusieurs façons. On peut dire que les forces se compensent, mais on peut dire que le système est isolé ou pseudo-isolé. Hein, d'accord? Voilà. Alors oui, alors ça je n'ai pas précisé, mais effectivement, à la date T1, on a exactement la même chose. Bon, je ne vais pas redessiner, mais on a exactement les mêmes forces. Hein, on a ces quatre forces-là, donc à la date T1, on a exactement les mêmes choses. Donc, ceci est vrai quel que soit T, ceci est vrai bon, ces deux expressions sont tout le temps vraies. Donc, on dit que les forces se compensent lors du mouvement en entier, et dans ce cas-là, on dit qu'on a un système qui est pseudo-isolé ou isolé. En seconde, on disait plutôt les forces exercées sur le système se compensent. Voilà, c'est équivalent à dire le système est pseudo-isolé ou isolé. Alors, je n'ai pas mis en rouge, hein, c'est pas ce qu'il faut connaître. Alors maintenant, ça par contre, il faut connaître. Alors, je vais reprendre depuis le départ le raisonnement en fonction de ce que je viens de dire. Voilà. Alors, on y va. Donc, le système, il faut mettre les deux. Hein. Donc, dans l'énoncé, ça sera écrit, voilà, on étudie un système à deux corps, donc voilà, il faut écrire les deux systèmes. Alors ensuite, on va utiliser donc la deuxième loi de Newton, parce que là, on n'a pas besoin de faire le bilan des forces, parce que dans l'énoncé, on vous dit que le système est pseudo-isolé. Ça sera écrit. Donc, c'est pas la peine de faire le bilan des forces dans ce cas-là. Donc, je passe directement à l'étape. Alors, j'ai peut-être oublié de mettre le référentiel. Hein, référentiel terrestre supposé galiléen. Ça, j'ai peut-être oublié de le mettre.
Et donc on passe à la deuxième loi Newton. Mais la deuxième loi Newton, dans ce cas-là, je l'écris comme ça. Alors reprenez votre cours sur la dynamique du point, et c'est comme ça que j'avais défini la deuxième loi Newton pour la première fois. Et après j'avais défini ce que c'était que P. P c'était le vecteur quantité de mouvement, donc là il faudrait que vous repreniez ce cours, parce que la deuxième loi Newton, dans ce type d'exercice, on l'applique comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le vecteur quantité de mouvement, et voilà, un vecteur quantité de mouvement. Donc on n'écrit pas MA égale somme des forces extérieures. On écrit comme ça. C'est comme ça que j'avais défini la première fois. Donc la somme des forces extérieures est nulle parce que c'est écrit dans l'énoncé. Voilà, donc il faudra écrire ça, égale 0 car le système est pseudo-isolé. Ça sera écrit dans l'énoncé, ou ça sera écrit les forces compensent. Voilà. Donc du coup, si la dérivée est nulle, la dérivée d'une fonction est nulle, ça veut dire que la fonction est constante. Donc ça veut dire que le vecteur P est constant. P égale constante. Ça veut dire que, alors je vais redéfinir après ce que c'est que le vecteur P. Donc ça veut dire que le vecteur P à la date T1 est égal à le vecteur P à la date T2. Ça veut dire que le vecteur P là est constant quel que soit T. Donc P c'est le vecteur quantité de mouvement, c'est égal à MV. Je vais préciser ça. Pareil. Donc la quantité de mouvement, alors ça c'est une expression, la quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé est constante, puisque ça c'est le vecteur quantité de mouvement. Voilà, où on dit se conserve. Donc ça veut dire que la quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement à une certaine date, après. Bon, alors, je fais justement un petit rappel sur ce vecteur P, là, ce que c'est. Donc, je vous avais dit, le vecteur P, donc on avait un corps, le vecteur P, c'était P égale mv, m c'est la masse, et v c'est la vitesse du corps. Maintenant, on insiste, donc alors bien sûr, il ne faut pas confondre P minuscule avec P majuscule, le poids. Alors maintenant, on a un système à deux corps, et bien à ce moment-là, on va écrire que P, c'est égal à PA plus PB. Voilà, puisqu'on a deux masses, on a deux vitesses, ça c'est pénible. Et ça c'est égal à MAVA et ça NBVB. Voilà, donc ça il faut savoir. Donc maintenant, je reprends la suite de l'étude. Donc, comme j'ai un système à deux corps, je vais écrire PA et PB à la date T0 et PA et PB à la date T1. Donc je reprends. Voilà, PA et PB, voilà. Et puis P c'est MV, donc je vais écrire MA V à la date T0, MB VB à la date T0, bon, etc. D'accord, MAV à la date T0, donc à chaque fois MV et puis aux dates correspondantes. Bon, voilà, donc ça sera, faudra toujours le faire, et après il y aura toujours ça, il y aura toujours ces quatre valeurs, et après ça dépendra de l'énoncé. Ça dépendra des vitesses à l'état initial, et puis des vitesses au moment où vous étudiez, à l'état final, on va dire. D'accord ? Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'état initial, eh bien, le corps A et le corps B sont immobiles. Donc ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0. Donc on va dire ici égal vecteur nul. Voilà, donc ici on a vecteur nul, et puis ça, c'est les dates, c'est les vitesses, une fois que les mobiles sont partis. Donc nous, on a dit qu'on cherchait la vitesse à droite, donc on cherche VB, donc VB est égal, ça on le passe de l'autre côté, moins MAVA sur NB. Voilà le résultat final. C'était notre objectif, trouver la vitesse du corps léger en fonction de la vitesse du corps lourd. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir, j'ai mis en rouge, voilà, ça c'est vraiment les trucs que vous aurez à chaque fois à écrire. Ok ? Bon, donc il faudra faire des exercices pour s'entraîner. Je veux dire, bon, là ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est en faisant des exercices qu'on s'entraîne. Alors quelques remarques maintenant. Alors, la remarque. On voit qu'on a un signe moins ici. Donc ça veut dire que et MA et MB sont positifs. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs là, VB et VA, ont des sens opposés. C'est bien ce que nous montre l'expérience. Ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Donc VA et VB sens opposés. Voilà. Remarque 2, on a dit que VB était beaucoup plus grand que VA, celui de droite, la vitesse de celui du corps de droite est beaucoup plus grande. Eh bien, ça se voit ici. Si on regarde ces valeurs-là, on a MA, c'est le corps de droite, il est lourd, et MB, il est léger, donc ça veut dire que, mettons que MA soit 3 fois plus grand que MB, donc ça veut dire que ce quotient vaut 3. Donc ça veut dire qu'on a VB qui vaut 3 fois VA, d'accord, en valeur, si je compte pas le signe moins, en valeur.
Voilà, donc ça je le note comme ça, pour la valeur, hein. On appelle ça des normes des vecteurs, hein. On tient pas, on compte simplement des nombres, hein. On ne tient pas en compte le sens des vecteurs. Donc voilà, bon. Donc donc si MA est égal à 3 fois MB, eh bien ça veut dire que VB va 3 fois plus vite que VA. Voilà, bon, c'est ce que j'ai mis ici en quelque sorte. Bon ben voilà, donc on a atteint notre objectif. Alors ça c'était un exemple. Alors maintenant, deux autres situations qui est assez classiques. Voilà. Bon, assez classique, non, je ne vois pas pourquoi je dis ça classique. Voilà, c'est la fusée que je voulais dire. Donc premier exemple, c'est qu'on va voir après. Premier exemple, c'est le recul d'une arme à feu. Donc quand on tire avec un fusil par exemple, eh bien la balle part dans une certaine direction et automatiquement le fusil recule. On appelle ça le recul d'une arme à feu. Et c'est dû à ce qu'on vient de faire. Donc là on a un système à deux corps. Le mouvement de la balle, le mouvement du fusil, si vous voulez, qui part en arrière, est dû au mouvement de la balle. Les deux mouvements sont liés. Alors, on pourrait, le système étudié, eh bien, c'est le fusil plus projectile. Et puis après, on peut refaire le système est pseudo-isolé, donc ça, on vous le dit. On peut refaire toute l'étude. Il suffit de remplacer MA par fusil et MB par projectile. Et donc, on aboutirait à ça. D'accord ? Donc là, on voit bien que le fusil va dans un sens et le projectile dans l'autre. Et petite remarque aussi, eh bien, quelle est la vitesse du fusil? La vitesse du projectile est très petite devant la vitesse du fusil. Là, on a un dénominateur qui est important, donc du coup, la vitesse du fusil est très faible, d'accord, voilà, par rapport à la vitesse du projectile. Donc, fusée de décollage. Donc, ça, il faut avoir 2-3 notions là-dessus, parce que c'est revenu quelques fois quand même, les études sur les fusées. Hein. Donc il faut avoir quelques idées. Hein. Donc une fusée, ça contient un satellite, hein, qui est tout en haut de la fusée, on va dire 1 tonne, et ça contient énormément de carburant. D'accord ? Donc quand la fusée décolle, le carburant est brûlé au cours de son déplacement, donc la masse de la fusée diminue. Et donc, vous voyez, toute cette énorme masse de carburant est brûlée en 3 minutes. D'accord ? Et c'est ça qui donne une vitesse importante à la fusée. Alors, voilà, le schéma, il faut avoir il faut avoir ça dans la tête, si vous voulez. On peut dire qu'en haut, on a le satellite, et tout le reste de la fusée, c'est du carburant. Alors, comment se décolle une fusée? Eh bien, le carburant est brûlé, et les gaz de combustion sont éjectés à une certaine vitesse. Hein, ils sont éjectés à une certaine vitesse. Et donc là, on étudie le système à deux corps, le carburant qui est éjecté, et le corps de la fusée avec son satellite. Voilà, donc le mouvement du satellite avec le carburant qui reste est dû à la vitesse d'éjection des corps. Donc on a un système à deux corps. Alors, je sais pas, donc ça c'est les gaz combustibles éjectés. Et donc le système, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le système c'est fusée et ces gaz qui sont éjectés, un peu comme la balle de fusil et le fusil, si vous voulez. Hein, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc là, on admet que le système est pseudo-isolé, sinon c'est trop compliqué, ça sera dit. L'expression, voilà, l'expression est celle-ci. Et donc, de quoi dépend la vitesse de la fusée? Alors déjà, on voit que la vitesse de la fusée est opposée à la vitesse le sens de la vitesse de la fusée est opposé au sens de la vitesse des gaz, à cause du signe moins. Et on regarde un petit peu ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une vitesse de fusée la plus importante possible. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que le numérateur soit le plus important possible. Alors, le dénominateur, on ne peut pas trop y toucher, parce que c'est la masse de la fusée, elle sera de toute façon importante, puisqu'il faut beaucoup de carburant. Donc, on peut jouer sur le numérateur. Donc, il faut faire un système de telle sorte que la vitesse d'éjection des gaz soit la plus grande possible. Voilà, les ingénieurs, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent d'obtenir une vitesse d'éjection des gaz la plus grande possible, et ils essayent aussi d'obtenir un débit massique d'éjection le plus grand possible. Hein. La masse de gaz brûlée par seconde doit être la plus importante possible. Hein. Ça, c'est la masse de gaz combustible éjecté. Voilà, donc un débit massique de gaz combustible éjecté le plus grand possible, et une vitesse de gaz éjecté la plus grande possible, ce qui fait qu'on aura une vitesse de fusée importante à la fin, quand tout le carburant sera brûlé.
Voilà, donc du coup on aura une vitesse de fusée qui sera comme ça, et bien sûr la vitesse des gaz sera importante. Voilà, alors je l'ai mis en rouge parce que c'est un sujet, une question de bac que j'avais vue. Ils avaient demandé, vous avez fait un petit schéma comme ça, puis ils avaient demandé de dessiner les vecteurs vitesse d'éjection des gaz et le vecteur vitesse de la fusée, et puis on avait cette expression. Voilà, je crois que ce cours est terminé. Voilà. Bon, ben, donc c'est